En Angola, João Lourenço a nié lundi toute tension avec son prédécesseur dont il a écarté de nombreux proches de la tête d'institutions ou d'entreprises publiques au nom de la lutte contre la corruption. Le gouvernement sénégalais a décrété 2 jours de deuil national suite à la fusillade qui a fait 13 morts dans la province de la Casamance samedi dernier. La listériose tue en Afrique du Sud. Alors qu'un précédent bilan faisait état de 36 morts, le ministère de la Santé a annoncé un bilan plus grave. 61 personnes sont décédées de cette maladie. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est là le sommaire du journal. Bienvenue. Lundi, dans la ville de Ziguinchor au Sénégal, des bâtiments gouvernementaux affichaient des drapeaux en berne. En effet, le gouvernement sénégalais a décrété 2 jours de deuil national suite à la fusillade qui a fait 13 morts dans la province de la Casamance samedi dernier. Reportage. Les condamnations pleuvaient lundi suite au massacre de 13 jeunes dans une forêt de Casamance, au Sénégal. La rébellion indépendantiste de la région, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, donne de la voix. A souligné que ce mouvement lutte depuis 1982 pour l'indépendance de la Casamance. Certains observateurs, soupçonnant le mouvement rebelle d'être à l'origine de ce regain de violence dans cette région, ce dernier demande aux autorités sénégalaises d'orienter leurs enquêtes vers des responsables administratifs et militaires locaux à la tête d'un vaste réseau de coupes clandestines et de vente illicite du bois de teck. Le teck est en effet un arbre tropical qui produit un bois précieux très recherché. Cette variété d'arbres pousse en Casamance, une des régions les plus boisées du Sénégal, et fait l'objet de nombreuses convoitises et de trafics. La rébellion lie plus précisément le massacre de samedi dernier qui s'est déroulé près de Ziguinchor à un conflit entre des scieries locales dont la forte concurrence a fini par instaurer une atmosphère d'animosité entre les employés. Alors que l'armée continue de ratisser la région pour rechercher ses auteurs, le président sénégalais Macky Sall a décrété un deuil national de 2 jours qui a commencé lundi pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque armée. En Angola, le président João Lourenço a lié lundi toute tension avec son prédécesseur José Eduardo dos Santos, dont il a écarté de nombreux proches de la tête d'institutions ou d'entreprises publiques au nom de la lutte contre la corruption. José Eduardo dos Santos, qui est resté le patron du MPLA, le parti au pouvoir, s'en était publiquement ému le mois dernier en déplorant des décisions à ses yeux trop radicales. Voici des détails. Il n'y aurait donc pas de tension entre le président João Lourenço et son prédécesseur José Eduardo dos Santos. C'est du moins ce qu'a fait comprendre le chef de l'État angolais lors d'une conférence de presse donnée à l'occasion de ses 100 premiers jours à la tête du pays. João Lourenço a congédié de la tête d'institutions ou d'entreprises publiques ces dernières semaines de nombreux barons de l'ancien régime proches de son prédécesseur au nom de la lutte contre la corruption. José Eduardo dos Santos s'en était publiquement ému au mois de décembre dernier en déplorant des décisions trop radicales à ses yeux. Dos Santos a quitté le pouvoir en août dernier après 38 ans de règne pendant lesquels il a mis l'économie du pays en coupe réglée au profit d'une poignée de proches. Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président, a été limogée le mois dernier de la direction de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. João Lourenço a également estimé possible le départ de José Filomeno dos Santos, le fils de l'ex-président, de la direction du fonds souverain du pays. João Lourenço s'est cependant refusé à tout commentaire sur l'avenir à la tête du MPLA, le parti au pouvoir, d'Eduardo dos Santos. Au Zimbabwe, la commission anticorruption a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur les conditions dans lesquelles l'ancienne première dame du pays, Grace Mugabe, a obtenu un diplôme universitaire. En effet, l'université du Zimbabwe, dont l'ancien président Robert Mugabe était le président du droit, avait accordé à son épouse Grace, en 2014, un doctorat en philosophie, d'une situation qui avait provoqué de vives controverses. Reportage.
Les conditions dans lesquelles l'ancienne première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a obtenu son doctorat de philosophie en 2014 demeurent très controversées. Quelques semaines après la démission de son époux Robert Mugabe, la commission anticorruption du pays annonce l'ouverture d'une enquête pour vérifier la crédibilité de la procédure qui a permis à l'Université du Zimbabwe de le lui accorder. La remise en grande pompe de ce diplôme par le département de sociologie de l'université a provoqué une vive controverse, notamment parmi les critiques du régime, qui avaient mis en doute la réalité du travail réalisé par Grace Mugabe pour l'obtenir. Connue pour son goût de luxe, ses extravagances et ses coups de colère, l'ancienne première dame du Zimbabwe, aujourd'hui âgée de 52 ans, ne s'est pas manifestée publiquement depuis la chute de son mari. Le président Mugabe a démissionné le 21 novembre dernier après avoir passé 37 ans à la tête du Zimbabwe à la suite d'un coup de force de l'armée. Les militaires avaient expliqué être intervenus pour empêcher Grace Mugabe, qui ne cachait plus ses ambitions, de succéder à son époux. Le Parlement sud-africain a annoncé dimanche qu'il allait se pencher cette semaine sur la révision des règles de destitution du président de la République. Une procédure qui pourrait viser cette fois le très controversé Jacob Zuma. Reportage. Les mercredis 10 et jeudi 11 janvier, la commission de l'Assemblée nationale chargée de la révision des règles doit délibérer d'un test sur la procédure pour appliquer la section 89.1 de la Constitution. Le renvoi du président a annoncé le Parlement dans un communiqué dimanche. Une fois approuvée en commission, la procédure devra être adoptée par l'Assemblée nationale. Le Parlement suit là les injonctions de la Cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, qui lui a ordonné fin décembre de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a reproché à l'Assemblée de ne pas avoir demandé des comptes au président Zuma dans le cadre du scandale de sa résidence privée. Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, avait rénové aux frais du contribuable sa propriété de Nkandla en pays zoulou. En 2016, cette même Cour constitutionnelle a reconnu le chef de l'État coupable de violation de la loi suprême et il a finalement été contraint de rembourser au Trésor l'équivalent de 480 000 €. Jusqu'à présent, le Congrès national africain ANC, parti majoritaire au Parlement, a toujours soutenu Jacob Zuma de façon indéfectible. Mais le président, dont le second et dernier mandat expire en 2019, est englué dans plusieurs scandales de corruption qui salissent l'image de son parti et érodent sa base électorale. En décembre, il a essuyé un autre revers politique. Il a été remplacé à la tête de l'ANC par Cyril Ramaphosa, son vice-président, qui a fait campagne contre la corruption. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. On reste dans la région. La listériose tue en Afrique du Sud. Alors qu'un précédent bilan faisait état de 36 morts, le ministère de la Santé a annoncé un bilan plus grave. 61 personnes sont décédées des suites de cette mystérieuse maladie. Il s'agit d'une infection d'origine alimentaire qui sévit depuis 1 an en Afrique du Sud. C'est donc une maladie infectieuse due à la bactérie Listeria, se transmettant le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés. 727 cas de listériose ont été confirmés depuis janvier 2017, selon le ministère sud-africain de la Santé. Les décès s'établissent à plusieurs dizaines. À en croire le ministre de la Santé, cette bactérie peut être trouvée dans les sols, l'eau, la végétation. La listériose figure parmi les maladies transmises de l'animal à l'homme les plus dangereuses. Elle provoque généralement la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques. Les personnes âgées, les nouveau-nés, les femmes enceintes ou les patients au système immunitaire affaibli sont les sujets sensibles les plus exposés aux complications, notamment méningite et septicémie. C'est dans la province de Gauteng, au nord-est de l'Afrique du Sud, dont la capitale est Johannesburg, qu'ont été répertoriées la majorité des personnes infectées. Au Togo, les orphelins et enfants de rue privés de moments de réjouissance pendant les fêtes de fin d'année ont fait l'objet d'attention de la part de l'ONG Enfants Espoir pour tous. La dite association a procédé à la distribution de kits alimentaires et de jouets à ces enfants dans des centaines de localités du pays. Un geste humanitaire, mais avant tout un geste de cœur. Reportage Ferdinand Gadé, notre correspondant sur place.
comme cet enfant. Ils sont plus de 500 orphelins et enfants des rues au Togo à pouvoir bénéficier d'une heureuse fin d'année 2017. Maman Bonheur a rendu visite dans quelques localités du pays à cette catégorie d'enfants. La présidente de l'ONG Enfants Espoir pour tous a voulu élargir sa carte d'action du genre à cette deuxième édition. À Kara, nous étions présents où on a fait des actions pour 250 familles. Et le jour de Noël, lundi, on était avec les enfants de rue et les enfants démunis, où on en comptait plus de 200 enfants. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous sommes dans le village de Komé, où nous avons fait des actions aux orphelins, aux démunis et aux enfants abandonnés. Donc, c'est toujours dans le but de montrer notre soutien, dans le but de donner l'espoir à ces enfants. Nous voudrions, à travers nos actions, les soutenir et les donner la force de se battre pour être la relève de demain. Les heureux bénéficiaires reconnaissent à juste valeur l'importance de l'initiative. J'ai pris le riz et l'huile avec des cadeaux. Merci pour l'ONG Enfants Espoir pour tous. Plusieurs orphelins et enfants des rues sont privés de ces gestes de générosité au Togo. La présidente de l'ONG Enfants Espoir pour tous entend pérenniser cette initiative. Des enfants d'autres régions du Togo recevront la présidente de cette association à la fin de cette année 2018. Une note de sport dans cette édition, le sélectionneur national des étalons locaux du Burkina Faso, Drissa Malo Traoré, dit saboteur, a publié une liste élargie de 25 joueurs retenus pour prendre part à la préparation du championnat d'Afrique des Nations. Le CHAN 2018 se tiendra du 12 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Claude Romba pour plus de précisions. C'est en Tunisie que les étalons locaux du Burkina préparent le championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra du 12 janvier au 4 février prochain. Pour leur deuxième participation au CHAN, le Burkina nourrit bien les ambitions. Et pour atteindre l'objectif de franchir au moins le premier tour, le sélectionneur national Drissa Malo Saboteur mise sur un groupe élargi de 25 joueurs dont la plupart a pris une part active à la qualification contre le Ghana. On a doublé les postes. Je pense qu'on a quand même la capacité de pouvoir interchanger. C'est pour ça qu'on a pris le maximum. 8 défenseurs, 3 gardiens, 7 milieux, 7 attaquants. Donc vraiment, on a suffisamment de joueurs pour que s'il y a des difficultés, qu'on n'ait pas appelé des joueurs encore au pays. Un stage tunisien qui permettra de retenir en définitive 23 joueurs pour la compétition. Un groupe fait de dosage entre l'expérience des joueurs comme Adama Sawadogo, Aboubakar Sawadogo et la fougue, la jeunesse et l'innocence des jeunes comme Cheikh Djibril Ouattara ou encore Junior Nathanayo Compaoré et Abdul Karim Abdine. Même s'il y a des éléments qui actuellement, peut-être dans les championnats, peut-être il y a deux ou trois journées qui se révèlent, on ne peut pas les prendre dans le groupe parce que le groupe est déjà constitué et c'est un bloc qui joue et je ne peux pas casser mon bloc. Rappelons que pour cette 5e édition du CHAN, les étalons sont logés dans le groupe D basé à Agadir en compagnie de l'Angola, le Cameroun et le Congo. Le Burkina entre dans la compétition à partir du 16 janvier prochain contre l'Angola. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.